l'audit énergétique, hein, c'est quand même le sujet principal de notre webinaire. On y arrive très vite aussi. Dans un peu plus d'un mois maintenant, il entre en vigueur au 1er juillet, on le sait, au 1er janvier, pardon, on le sait. Donc, ce n'est pas tous les jours, hein, qu'on nous offre accès à un nouveau marché, une nouvelle prestation qui est importante, une véritable opportunité de marché pour les diagnostiqueurs, qui était loin d'être évidente il y a encore quelques semaines. Globalement, je vous pose la question à tous les trois, est-ce que c'est une bonne nouvelle ou est-ce que c'est un cadeau empoisonné que l'on fait aux diagnostiqueurs? Lionel, on va démarrer. Alors, l'audit, c'est un sujet sur lequel on se bat à la FIDI et décidément encore avec Stéphane Pouzeau, quelle vedette. Il est partout. Il est partout. Bon, il y a d'autres, il y a Guy Martin, il y a d'autres personnes à la commission DPE à défendre le bout de gras, comme j'allais dire. Sur l'audit, auprès des pouvoirs publics, parce que ça peut être, c'est une source d'opportunité. C'est aussi une possibilité pour les diagnostiqueurs d'évoluer sur le monde de l'énergie, comme ça a été le cas pour certains qui avaient commencé à faire des audits énergétiques et sur lesquels le marché n'avait pas pris et qui le faisaient correctement. Et là, il y avait une opportunité qui se crée. Avec les risques que ça comporte, et là je reprends les adjectifs de cadeau empoisonné, mais c'est comme tout. C'est-à-dire qu'il y a une opportunité, à nous de la saisir, pour que les diagnostiqueurs soient une référence sur cette logique-là, sachant qu'aujourd'hui, par le biais du DPE, déjà, on est au départ de la problématique énergétique dans les logements par le premier constat qui est fait lié au DPE, et que le fait d'être un pivot peut nous permettre de rebondir et de se servir du DPE et de l'audit sur lequel on va approfondir les choses pour participer à cette spécialisation qu'est l'énergie pour un certain nombre de diagnostiqueurs s'ils en font le choix. Et c'est ce qui pour moi, c'est ce qui pour nous paraît important. Et comme on l'a vu depuis 25 ans sur ce métier, où petit à petit, vous avez des généralistes et puis vous avez des spécialistes. Ça a été vrai pour l'amiante, ça a été vrai pour les insectes xylophages, enfin ça a été vrai et c'est vrai, et qui en fait se spécialisent sur ces domaines-là. Et on va le voir, on a commencé à le voir sur l'énergie, ça a été long à démarrer, et là il y a des choses qui se préparent, des opportunités qui vont se mettre en place sur lequel on va avoir des diagnostiqueurs généralistes qui vont se spécialiser sur ce domaine-là. Et là, pour moi, je pense qu'il y a des opportunités à saisir. Alors après, on va rentrer dans le détail pour voir les risques, parce qu'il y en a, mais c'est comme tout. Thierry, opportunité, cadeau empoisonné? C'est pas vraiment une opportunité, c'est quelque chose que l'on fait. Depuis 2006, le diagnostiqueur, le diagnostic immobilier, c'est avant tout des bureaux d'études, pas tout le monde, mais c'est quand même des bureaux d'études. L'audit énergétique, avant on appelait ça bilan énergétique, on avait d'autres termes, mais on fait des audits énergétiques. On a 30% des diagnostiqueurs qui font des audits énergétiques. Il y a des diagnostiqueurs qui ont arrêté le métier de diagnostic, qui sont partis en bureau d'études pour faire des études thermiques, pour faire des audits énergétiques. Donc, c'est un métier qui est totalement déjà depuis des années au sein de notre filière. Nous, à la Chambre des diagnostiqueurs, on a une RCP et la RCP intègre l'audit énergétique depuis des années et des années. Donc, c'est pas quelque chose d'extrêmement nouveau. Par contre, nous, à la Chambre, on a fait en sorte de motiver cette volonté de faire comprendre au pouvoir public, mais c'est pas depuis quelques mois, depuis quelques semaines, c'est depuis des années que l'on fait comprendre au pouvoir public que l'audit énergétique et tout le volet énergétique est totalement intimement lié à la profession de diagnostiqueur immobilier. Sur ce, c'est que le législateur a positionné l'audit énergétique, le sien, l'audit énergétique réglementaire, par la voie de l'obligation dans le cadre d'une vente. Ça change énormément la donne et là, ça a effectivement amplifié cette opportunité pour notre profession parce que vraiment, il y a une profession qui est habituée à la discussion avec les propriétaires vendeurs, c'est bien les diagnostiqueurs. Donc, et là, on a un audit énergétique qui est habillé d'une certaine façon, mais qui ne représente pas l'audit énergétique que l'on connaît, enfin les professionnels qui en font, qui accompagnent un propriétaire d'un bien, et on en parlera tout à l'heure, comment on fait un audit énergétique, comment on accompagne un propriétaire et comment
on va jusqu'au bout sur son évolution. Là, on est sur un audit énergétique qui est un peu différent. Et le fait qu'il soit différent, qu'il soit réglementaire et effectué dans le cadre d'une vente, ça change énormément la donne. Et là, finalement, il n'y a plus grand monde qui a la capacité réellement de réaliser cet audit. Et principalement, les diagnostiqueurs en sont capables. Alors évidemment, comme toujours, quand c'est tout nouveau, on a des peurs, on a des craintes. Là, on parle de responsabilité, mais la responsabilité dans le cadre d'un acte que l'on fait, une mission que l'on fait, c'est intrinsèquement, c'est dans notre ADN. Quand on fait un CARES, je mets au défi un diagnostiqueur faire un CARES une fois qu'il a quitté la maison, l'appartement, plutôt l'appartement, ne pas être inquiet un petit peu, dire est-ce que je ne me suis pas trompé, est-ce que j'ai bien mesuré, est-ce que je n'ai pas fait une erreur. C'est le quotidien. Le diagnostiqueur, par définition, a toujours peur d'aller dans sa boîte aux lettres, de se récupérer un recommandé. Ça fait partie de sa nature. Et qu'on mette au défi que ça n'existe pas, c'est en permanence. On est tous comme ça. Donc, l'audit énergétique est complètement impliqué dans cette situation et donc la responsabilité, elle est complètement nécessaire. Et moi, si les diagnostiqueurs sont inquiets, j'ai vu votre sondage, on en parlera tout à l'heure, moi, ça me rassure. Ça me rassure réellement. Ça veut dire qu'ils ne vont pas y aller, la fleur au fusil, dire on va faire des audits énergétiques comme ça. C'est vraiment quelque chose qui sera extrêmement complexe à mettre en œuvre. Déjà, ce n'est pas un petit diagnostic. Et en plus, on a une très bonne responsabilité. Donc, merci Thierry. Oui, merci Thierry. Oui, 63% des diagnostiqueurs se disent inquiets quand même au moment d'aborder cet audit réglementaire. On l'avait mesuré effectivement dans un sondage tout récent la semaine dernière. D'ailleurs, seul ou près d'un tiers en tout cas d'entre eux, 31%, disposent déjà d'une expérience en matière d'audit énergétique. Donc pour les deux autres tiers, c'est tout de même une nouvelle prestation, même si on a bien compris qu'elle a beaucoup de sens avec le DPE. Frédéric, des doutes, mais une opportunité de marché tout de même? Oui, c'est une opportunité. Bon, d'abord, c'est une possibilité. Ça fait un moment, comme le disait Lionel, qu'on se bat pour avoir ça. On s'est battu face aux architectes, face aux maîtreurs, face aux bureaux de thermiciens. Bon, c'est une possibilité qui est offerte aux diagnostiqueurs, ça c'est indéniable. Mais par contre, c'est totalement inacceptable pour nous qu'on plonge cette profession dans ce travail avec une véritable improvisation. La première réunion, on l'a eu quand même le 15 novembre pour une application au 1er janvier. Là, alors je veux bien que les diagnostiqueurs soient flexibles, soient adaptables, mais là, on était plus de 50 dans cette réunion technique avec le ministère. On avait des éditeurs de logiciels qui ont clairement dit que les logiciels ne sont pas prêts. Les logiciels ne sont pas prêts. Aucune formation ne peut être mise en place. Il n'y a pas de logiciel, il n'y a pas d'explication. Et puis surtout, même si c'est une peur, comme le dit Thierry, c'est une peur des diagnostiqueurs, mais c'est surtout une problématique importante, c'est qu'on n'a pas d'assurance. On a beaucoup de... On va en reparler, effectivement. Voilà, on a beaucoup d'adhérents qui ont déjà interrogé leur compagnie et c'est un diagnostic qui n'est pas connu, pas suffisamment individualisé comme l'amiante, comme le plomb, comme le DPE ou comme la loi CARES, quoi. Donc beaucoup, et j'invite et je demande à tous les auditeurs là et à tous les diagnostiqueurs d'interroger leur compagnie pour être sûrs et certains qu'au 1er janvier, s'ils attaquent ce travail, ils seront couverts. Alors c'est vrai qu'après, je rejoins bien Lionel, tous les diagnostiqueurs ne feront pas des audits, il va y en avoir quelques-uns qui vont se spécialiser, qui vont trouver ce marché, ça sera plus dans leur ADN et ça va certainement se réguler comme ça. Mais attention au 1er janvier. Oui, quand même, une large majorité des diagnostiqueurs nous disent qu'ils vont se positionner sur cet audit énergétique. 68% des diagnostiqueurs comptent bien, de toute façon, réaliser cet audit soit dès le 1er janvier, soit courant 2022. Et 18% des sondés y réfléchissaient encore. Donc, il y a quand même un nombre important et massif de diagnostiqueurs qui vont aller sur ces audits. Finalement, ils sont très peu à y renoncer. De quoi on parle justement? Il faudrait qu'on puisse là cadrer un peu notre propos sur ce qu'est réellement un audit énergétique. Alors, vous avez tous les trois connaissance du contenu de ce projet d'arrêté et du projet de décret également qui devrait organiser tout ça, mais de quoi parle-t-on précisément et quelles sont les investigations qui devront être faites en pratique sur le terrain?
Qui peut me répondre? Thierry, peut-être, hein, pour démarrer? L'audit énergétique prévu par déjà c'était la loi Elan et validé par la loi climat et résilience. Cet audit énergétique doit être réalisé obligatoirement pour les logements dans le cadre de la transaction immobilière d'une maison individuelle classée en F et G dès le 1er janvier 2022, en E à partir de 2028 et en D à partir de 2034. Donc, ça concerne combien de maisons individuelles et immeubles en monopropriété. Donc, les immeubles en monopropriété, c'est-à-dire immeubles collectifs en monopropriété à usage d'habitation. On reste bien sur le périmètre de l'habitation. Donc, cette obligation d'audit énergétique, voilà, on doit faire un audit. C'est un audit qui est fait à l'initiative du vendeur, non pas à l'initiative de la personne qui va vivre dans le logement, bien à l'initiative du vendeur. L'objectif des pouvoirs publics, c'est de déterminer à l'issue de ce travail d'audit énergétique, donc un audit, on va prendre une méthode de calcul. La méthode de calcul qui est retenue maintenant, c'est la méthode 3CL 2021, donc du nouveau DPE. On va établir un DPE. Si le DPE a été réalisé, parce qu'il sera obligatoirement réalisé préalablement pour définir l'autorisation ou non de faire un audit, donc on prendra le DPE qui a été réalisé et à partir de ce DPE, on va pouvoir faire des préconisations de travaux extrêmement précis, chiffrer les travaux de rénovation énergétique, donner donc une piste pour pouvoir sortir immédiatement le logement de la classe F et G et d'y aller en classe B. L'idée, c'est d'aller sur du BBC rénovation, donc c'est la classe B qui va être mise en place. Donc, c'est-à-dire qu'on va développer un ensemble de chiffres de frais de travaux, donc isolation des murs, changement de système de chauffage, remplacement des fenêtres. Je suis en zone classée, peut-être pas mettre une isolation par l'extérieur, mais plutôt une isolation par l'intérieur. Mais si je mets une isolation par l'intérieur, il va falloir que je change les installations électriques des murs. Donc, il va falloir que je prenne en compte également tous les chiffrages induits, c'est-à-dire l'électricité, éventuellement, s'il y a des risques d'amiante, prendre en compte la problématique de l'amiante. S'il y a, par exemple, des carrelages, on a une salle de bain qu'on veut isoler, qu'on veut percer, eh bien, il va peut-être falloir faire, il n'y a pas que le carrelage, dans l'école de carrelage, de l'amiante, mais je prends cet exemple pour marquer les esprits. Également, refaire un joint de carrelage, refaire un peu de plafond, de peinture. Donc, tout prendre en compte les travaux induits. Ce n'est pas que la rénovation énergétique. Donc, finalement, on peut peut-être avoir 25 000 € de travaux, de mettre un bout d'isolant, changer de chaudière, mais il y aura peut-être aussi 10 000, 15 000 € de travaux. Donc, c'est ça le travail qui doit être fait et on doit chiffrer ce montant global. Lionel, des compétences donc, qui sont quand même un peu supérieures à celles que l'on demande à un diagnostiqueur pour réaliser un DPE tout de même. Hein. Clairement. Clairement, l'une des conditions, c'est de justifier d'une formation. Alors aujourd'hui, c'est une formation qui est de 2 jours et qui, même si le contenu est plus ou moins détaillé dans les futurs textes, 2 jours, c'est trop juste. C'est trop juste pour approfondir les choses et puis pour les multiples cas qu'on va rencontrer et sur lesquels le processus de l'audit va nécessiter des connaissances et une expérience. Donc, et clairement, 2 jours, c'est court. Après, il y a la pertinence de la formation, parce que c'est pas non plus simplement le fait de justifier d'un papier qui va se dire, voilà, je suis formé. Non, non, il faut à la fois avoir intégré les différentes connaissances, les maîtriser et avoir l'expérience qui va avec. Donc, c'est vrai que là, l'exigence, elle est un peu juste. C'est pour ça que l'idée qui n'a pas été retenue était de utiliser les DPE mentions dans le cadre de l'audit, parce qu'aujourd'hui, on réalise des audits dans le cadre de la mention. Donc, ça veut dire qu'on a un environnement de connaissances pour avoir la mention qui n'est pas utilisé pour réaliser ces DPE qui, pour la plupart, sont sur facture. Et c'était un peu l'opportunité de transformer ou de compléter, parce que je pense que en plus du DPE mention et les formations complémentaires étaient nécessaires, justement pour avoir ce bagage nécessaire et répondre à nos questions. C'est pas ce qui se fait en pratique. Les délais sont ultra courts. Après, ça va monter en pression progressivement. Hein. À partir du 1er janvier, ça va concerner les ventes ou les promesses qui sont en cours. Donc, ça va pas être
complètement, enfin, je veux dire, ça va pas être une avalanche d'audits, il va y en avoir quelques-uns, et ceux qui vont pouvoir répondre sont ceux qui ont déjà été, j'allais dire, initiés, ou comme disait Thierry, pour ceux qui le faisaient déjà, et eux vont pouvoir répondre. Ça va laisser le temps aux autres de voir comment se met en place le marché, de faire les formations idoines. Voilà, il faut, et je pense que, et c'est très bien qu'on soit prudent, c'est-à-dire que c'est une satisfaction, mais il faut être aussi prudent, il ne faut pas se jeter sur le principe en disant voilà, je suis prêt au 1er janvier. Il faut être réaliste, il y a une problématique d'assurance, une problématique de formation, une problématique de maîtrise, et puis il y aura plein de cas concrets sur lesquels on sera en porte-à-faux parce que il y aura un manque de cohérence par rapport au DPE qui aura été fait, il y aura des choses qui auront été découvertes, pas vues dans le premier DPE. Donc, ça pose énormément de questions sur lesquelles aujourd'hui on n'a pas les réponses. Et comme beaucoup de diagnostics, on met un peu la charrue avant les bœufs. Et donc, on va être sur une période transitoire sur laquelle il va falloir être prudent et essayer de travailler collectivement sur le sujet. Oui, Frédéric, Lionel dit on met la charrue avant les bœufs. Effectivement, c'est déjà, je crois, la technique à utiliser, la stratégie de la DHEP pour le DPE. Avec ce nouveau DPE, les diagnostiqueurs sont un peu refroidis quand même, hein, après cette expérience avec le nouveau DPE qui n'est quand même pas très très simple. Est-ce qu'on est dans des délais très courts, vous l'aviez dit également, est-ce qu'on est quand même capable là de se préparer dans de bonnes conditions pour réaliser une prestation qui est tout de même plus technique, on l'a dit, que le DPE, selon vous, Frédéric? Oui, pour nous, on est tout à fait en phase avec Lionel, quoi. Bon, pour nous, même les délais ne sont pas trop courts, les délais sont inacceptables. On peut pas, il n'existe aucune formation aujourd'hui puisqu'il n'existe encore pas de logiciel vraiment adapté à ce que demande spécifiquement pour ce type d'audit le ministère. Par rapport à la volonté du ministère, donc on n'a pas de logiciel, on n'a pas de formation, encore une fois, on n'a pas d'assurance. Il est possible que les gens, c'est certain que pour les diagnostiqueurs, c'est une opportunité, peut-être 70% sont intéressés, mais je leur demande la plus grande prudence. Comme le disait Lionel, on va être en porte-à-faux constant. On craint aussi une chose, c'est que le chiffrage va être probablement, comme pour le DPE, une fourchette. Si on part sur une fourchette, estimons par exemple sur un exemple, une fourchette de travaux entre 10 et 15 000 euros de travaux, par sécurité, on sait très bien que s'il y a 16 ou 17 000 euros de travaux, l'acheteur va nous courir après. Donc, on va mettre peut-être une fourchette de 15 à 20 000. Mais à ce moment-là, on va être en porte-à-faux parce que le vendeur va nous dire, vous êtes bien gentil, mais vous trouvez une fourchette de 20 000 euros et l'acheteur me fait baisser mon prix de 20 000 euros. Donc, pour plein de raisons, les raisons que citait Lionel, des raisons comme celle-ci et bien d'autres que j'ai bien peur qu'on découvre au fur et à mesure de l'avancement des choses, on reste quand même en porte-à-faux. Donc, attention, grande prudence, pour l'instant, pas de formation suffisamment adaptée et un délai, non pas trop court, mais irréalisable. Donc, ces requis, hein, ces prérequis pour aller sur ce marché de l'audit, Lionel les a rappelés, hein, c'est donc DPE, la certification DPE sans mention et cette formation complémentaire de 2 jours. Est-ce qu'on connaît le contenu de cette formation? Sur quoi les diagnostiqueurs vont devoir se former quand ils auront une offre de formation, ce qui n'est pas le cas pour le moment, très peu en tout cas. La formation se base, alors normalement, les spécificités de la formation pour les diagnostiqueurs n'a pas été encore évoquée. Il y a des formations de 2 jours, mais ce sont pour les bureaux d'études, ce ne sont pas pour les diagnostiqueurs. La formation qui doit être appliquée pour les diagnostiqueurs, c'est une formation qui doit avoir un cadre précis. Nous, on a demandé une formation de 3 jours, mais exclusivement, en aucun cas sur le volet technique de faire un DPE, ça n'a rien à voir. Parce que je rappelle quand même que les bureaux d'études doivent s'habituer à partir du 1er janvier s'ils veulent faire des audits énergétiques ou voir des architectes, puisqu'ils ont la possibilité de faire des audits énergétiques. Je parle aussi des architectes, parce que pour la monopropriété en logement collectif, si vous me suivez, seuls les architectes sont habilités, même pas les bureaux d'études. Donc, ça va être un peu compliqué sur l'arrêté. Il va peut-être falloir qu'ils changent des données parce que les architectes qui vont faire des études thermiques à partir de la méthode 3CEL, enfin des audits énergétiques à partir de la méthode 3CEL 2021, pour faire un audit à partir du 1er janvier sur de la monopropriété
en logement collectif, je leur souhaite bien du courage parce que ça va devenir complexe. Donc, c'est la formation, oui, c'est une formation, 2 jours, c'est absolument insuffisant. 3 jours, c'est un minimum quand on a une bonne compétence, une bonne expertise. Et je rejoins Lionel, c'était également la position qu'on avait, c'est qu'on souhaitait que la DPE avec mention soit retenue. Mais pour des points de vue tout simplement juridiques, si l'État avait exigé le DPE avec mention, n'importe qui pouvait aller au Conseil d'État et faire sauter ce texte parce qu'il s'appuyait sur des prérequis et des demandes qui ne concernent pas le besoin de la maison individuelle. Donc, il faut trouver d'autres choses pour pouvoir cadrer. Donc, la solution, c'est une formation extrêmement musclée parce qu'on a besoin de comprendre ce que c'est, comment faire des travaux, comment on va faire des travaux. On ne pourra pas chiffrer un petit peu, c'est peut-être 10 000 ou peut-être 15 000 ou peut-être 20 000. Non, parce que la somme qui sera déterminée, cette somme a une implication sur la valeur vénale du bien. Je vends mon bien, je vends une maison de 200 000 euros. Je décide que je décide pas. J'ai prévu, le diagnostiqueur qui est venu ou le professionnel qui est venu faire un audit énergétique trouve qu'il y a 55 000 euros de travaux à faire. J'ai une dérogation possible vis-à-vis de la passoire thermique parce que je dépasse les 25%. Mais attention, la valeur vénale devra être établie que par un professionnel de l'immobilier. Alors, je ne vous dis pas tout ce qui s'engage derrière. Donc, on ne peut pas donner un chiffre aléatoire. C'est un chiffre précis. D'autant plus qu'on n'aura pas de tarification. Je doute fort qu'on ait une base de données de tarifs, de travaux, parce que les bases de données sont liées et il y a des problèmes de CNIL, il y a des problèmes de validité. Donc, il faudra que chaque diagnostiqueur, chaque professionnel, comme les bureaux d'études thermiques, quand ils vont aller sur ce marché, aient leur base de prix par rapport à la région où ils sont. Donc, on est sur un chantier qui est assez important. Ce n'est pas un nouveau métier, mais c'est un métier complémentaire dans notre filière. C'est une activité, je rejoins évidemment ce qui a été dit. Pour moi, je pense qu'un cabinet de 2-3 diagnostiqueurs, on peut estimer qu'il y a une personne qui fera uniquement de l'audit énergétique. Éventuellement, des tout petits cabinets sur des réseaux où ils sont 2 tout seuls à travailler, peut-être 1 sur 3 fera d'audit énergétique. Je rappelle que sur 2022, c'est 100 000 maisons qui seront à auditer. 100 000 maisons, c'est 8 000, un peu plus de mémoire, si je ne dis pas n'importe quoi, un peu plus de 8 000 par mois. C'est un marché de 3 000 personnes, 4 000 personnes maximum. Ce n'est pas un marché au-delà. Si les diagnostiqueurs pensent qu'ils vont être tous sur ce marché-là, c'est une erreur, et je mets en garde cette erreur parce que c'est une erreur, c'est un danger économique qui vont se mettre en place. Certains pourront le faire, et moi je souhaite que les gens soient le plus nombreux possible. Je ne dis pas qu'en 2023, on n'aura pas plus de biens. Comme je le disais préalablement, à partir de 2028, ça va être l'obligation des DE. Et 2034, c'est l'obligation des D. Donc, on aura besoin de tous ces professionnels. Mais il faut vraiment être vigilant, spécialiser des personnes dans les équipes, dans les réseaux, pour pouvoir répondre à l'audit énergétique. Mais ce n'est pas quelque chose d'anodin, ce n'est pas de l'à peu près. Hein. C'est vraiment, on est dans une activité très soutenue et très précise. Merci Thierry. Lionel, vous pourrez peut-être compléter le propos de Thierry, mais je voyais aussi dans les commentaires, pendant qu'il nous parlait, on parle beaucoup de report, de demande de report pour cette nouvelle obligation au 1er janvier. Est-ce que c'est envisageable d'ailleurs, ce report? J'imagine que non, en tout cas, ce n'est pas dans les tuyaux pour le moment, en tout cas. Ça a été évoqué, ça a été évidemment largement évoqué. Après, voilà, la réponse, aujourd'hui, il n'y en a pas. Mais par rapport à tout ce qu'on a pu dire précédemment, en effet, là, ça va très très vite. Et si on veut que ça se passe à peu près correctement, c'est vrai qu'avec un délai complémentaire, ce sera plus raisonnable. Et encore une fois, hein, quand on fait le film un peu en arrière depuis 25 ans qu'on existe, c'est ce qu'on disait avant la conférence, à chaque fois, ça a été la même histoire, quels que soient les diags et les sujets. Il a fallu qu'on aille très vite, qu'on se débrouille et qu'on trouve des solutions. Et on les trouve, les solutions. C'est un peu, entre guillemets, la rançon de la gloire. On est une profession qui, d'une part, est maillée sur l'ensemble du territoire, capable d'aller assez vite, de s'organiser, parce que dans notre ADN, il a fallu qu'on trouve des solutions pour satisfaire nos clients et répondre aux obligations légales
parce qu'on était engagé en termes de responsabilité. Et là, on se retrouve sur la même logique. Alors, c'est déstabilisant parce que on monte encore d'une échelle, c'est-à-dire qu'on est sur les diagnostics purement réglementaires. Et là, l'audit, on va un peu plus loin, c'est-à-dire qu'il y a un moment dans les préconisations qui vont au-delà sur les différents scénarios de travaux. Il y a du jus de cerveau. Je ne veux pas dire que les diagnostiqueurs font pas de jus de cerveau aujourd'hui, mais c'est une étape supplémentaire. Et c'est là où je reviens sur les spécialisations, comme sur l'amiante, où en fait, on est contraint de se spécialiser parce que ça devient quelque chose de tellement touffu en termes de connaissances qu'on finit par faire que ça. Alors oui, ça fait peur. Et ce qu'a dit Thierry sur l'évolution du marché par rapport à un premier marché qui va être de 3000 diagnostiqueurs, c'est juste. Donc ça veut dire que ça va se mettre en place. Certains vont pouvoir répondre aux demandes et ça va permettre aux autres d'observer et de voir, de dire j'y vais pas, je me forme, je m'organise pour justement pouvoir répondre et de voir les choses qui vont se mettre en place. Mais sur les 6 premiers mois qui vont se passer, les choses vont aller relativement vite. On va le voir. Et même si c'est pas normal, je suis d'accord, et on lutte tous pour dire il faut un délai, il faut qu'on puisse s'organiser. Il y en a marre qu'on nous prenne pour les dindons de la farce et qu'on soit toujours obligé de s'adapter. Mais je pense que faut rester positif. On va tenter de rester positif, effectivement, Lionel. Je regardais dans les commentaires également. Alors, le sujet là, des commentaires, c'est où trouver une formation. Il y a quelques noms qui circulent. Attention aussi à la qualité des formations, surtout les premières là, qui viennent d'arriver. Attention à ça, évidemment. On risque d'avoir beaucoup d'offres qui sont très hétérogènes. Comme je m'excuse, mais comme je le disais tout à l'heure, les formations, pour l'instant, elles sont difficiles à mettre en place parce qu'on n'a pas de logiciel. Alors, c'est les éditeurs de logiciels qui, lors de la réunion, ont dit qu'ils ont des logiciels qui sont plus ou moins adaptés à la demande spécifique pour cet audit du ministère, mais qui sont pas totalement encore en phase. Voilà. Donc, à partir du moment où on n'a pas les logiciels, on ne peut pas avoir de véritable formation. Donc, effectivement, comme le dit Lionel, je pense qu'il faut y aller à tâtons, mais même si c'est dans l'ADN des diagnostiqueurs, ça commence à être un petit peu pénible de nous prendre pour des gens corvéables à merci, pour lesquels on met des législations à mettre en place le mois suivant, enfin en catastrophe, alors qu'on est des professionnels, qu'on a des grosses responsabilités. Et encore une fois, par exemple, pour cette partie audit, on n'a pas de couverture pour l'instant spécifique d'assurance. Donc, attention, soyons attentifs. C'est un marché intéressant, c'est un marché important, c'est un marché qui peut coller à la profession, mais qui nécessite un travail en amont plus important que le petit mois qui nous reste.